Bonsoir à tous, c'est Gabi Orly, bienvenue dans le talk All in Paris. Ce soir, on est avec Titou, salut Titou. Salut Gabi. Et puis on est avec Bouska, salut Bouska. Salut à tous. Bouscapé, c'est vrai que j'en ai l'habitude, on l'appelle tous Bouska, mais c'est vrai que c'est Bouscapé, bon tout le monde l'a reconnu de toute façon. Alors ce soir, ensemble, tous les trois, on va revenir donc sur le match de Saint-Etienne, bien évidemment, puisqu'il y a eu des choses pour une fois qui n'ont pas été top, mais on va pouvoir revenir dessus, puisqu'on a quand même réussi à faire un match nul. On parlera de cette taxe à 75% qui arrive, qui continue, même si nous, ça va éventuellement pas trop nous faire de mal, puisqu'on a réussi à choper et on a officialisé le nouveau sponsoring, enfin c'est pas vraiment un sponsoring, mais on va y revenir, de QTERA, donc le Qatar Tourism Authority. Et puis on viendra bien évidemment, on parlera de l'avant-match contre Lorient, puisqu'on a Zlatan qui nous manque. Donc est-ce que ça va changer quelque chose? Et puis comment on va aborder ce match? Est-ce que Gourcuff fait Kakamou, se pisse dessus ou pas? On verra ça, tout ça ensemble. Alors on revient sur la journée, donc contre Saint-Etienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que on a fait un résultat plus ou moins correct, compte tenu du match, comme disait Laurent Blanc, c'est un bon score. Dans le même temps, il y a Lille qui s'est imposé à Nantes, Marseille qui s'est mangé 3-2 contre Reims à domicile, Toulouse qui a vraiment pris la flotte, vas-y crache dans le micro, on ne dira rien, Toulouse qui s'est mangé un 5-0 à domicile contre Rennes, les Merlus qui ont gagné enfin contre Sochaux, 2-1, Bastia qui gagne 1-0 contre Nancy, Guingamp qui gagne 2-1 contre Ajaccio, Evian qui va s'imposer à Saint-Etienne, Bordeaux qui renaît de ses cendres, on ne sait pas comment, mais ils y arrivent. Il gagne 2-0 contre Montpellier. Dans le même temps, on a eu l'URSS Monakov qui a gagné 2-1 contre les Quenelles, et puis nous qui avons fait un nul 2-2. Donc qu'est-ce que ça donne? On est toujours leader, mais au goal average, on reste quand même leader. On a Lille qui nous talonne, et puis on commence à faire quand même un petit trou avec ceux qui sont derrière, notamment avec les Sardines qui commencent à être à 7 ou 8 points, il me semble, derrière nous. Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match contre Saint-Etienne? Il n'a pas été génial, on peut dire ça comme ça. Comment vous l'analyserez? Bouska, qu'est-ce que tu me sortirais? Pourquoi, d'après toi, on n'a pas été top? Alors moi j'ai juste vu la fin. J'ai juste vu les 20 dernières minutes dans un streaming qui laguait, mais ça suffit quand même. Moi Voilà. je suis tombé peut-être au bon moment, donc j'ai vu une équipe qui avait à cœur d'égaliser, une équipe qui se bat jusqu'au bout, donc ça c'est forcément bon pour le moral. Arracher une égalisation dans un contexte difficile, c'est toujours bon à prendre. Et sinon, c'est vrai que j'ai pas vu la première heure de jeu malheureusement, donc il paraît qu'on n'a pas bien joué. C'est ça. Et donc fallait s'y attendre parce que Saint-Etienne fait un gros match dans l'année, c'est contre nous. Par contre, je pousserai plus un coup de gueule contre des équipes comme ça qui vont la jouer beat-moll contre Monaco, ou comme il y a 2 ans contre Montpellier où il nous avait fait le même coup, Saint-Etienne. Et qui contre nous vont jouer comme des chiens enragés. C'est le match de l'année, c'est le match à pas perdre, machin. Bon, c'est normal de bien jouer contre Paris. Après, si ça peut te rassurer, Bastia a littéralement donné son cul à Paris. On peut parler comme ça. Bon, après, vous inquiétez pas, j'adore la Corse, c'est super sympa. J'ai pas envie de me prendre une bombe chez moi. Mais ils ont fait des bons matchs contre Marseille, il me semble. Ils ont fait un bon match contre Marseille, donc tu vois, bon, après c'est vrai, bon, nous on est parisiens, donc forcément on va dire ça, mais bon, c'est un peu vrai aussi, mais un petit peu pour tout le monde. Mais en particulier, je suis d'accord avec toi pour Saint-Etienne, qui a littéralement, ils sont arrivés, ils avaient déjà enlevé leur short quand ils sont arrivés contre Monaco. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Après, pour le reste, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. C'est bien fait de m'inviter ce soir. Mais moi, ce que je retiens, c'est surtout en fait les qualités de cœur. Je sais plus où c'est que j'ai entendu ça. Ça me dit quelque chose. Moi, quand j'entends qualité de cœur, je pense à un club qui avait fait des déclarations là-dessus. Mais nous, on sait vraiment les utiliser. Et surtout en jouant à 11 contre 10. Je sais pas ce club là, ça me parle aussi là, tu vois, tu t'en parles. Ouais, Ça ça me dit que commence. c'est pas. Ouais, Attends, je crois que Ravia en avait parlé, mais je crois qu'ils avaient dit qu'ils étaient morts. Enfin, je sais plus. Enfin, bon, Moi je bref. pense que Laurent Blanc, il avait entraîné son équipe à jouer à 11 contre 10 cette semaine. Bah oui, mais ça c'est Laurent Blanc. Peut-être. Je veux dire, nous, c'est parce qu'on est des Italiens, tu vois. C'est quand tu vois, donc, on s'entraîne dans les deux cas, tu vois, 10 contre 11 et 11 contre 10. Alors que nous, on a tout prévu. On prévoit tout. Tu vois, c'est côté prévoyant, hein.
Quel a été quel a été le joueur du match alors pour vous au niveau parisien Au niveau parisien, bon en fait ce qu'on va faire Busca, c'est qu'en fait c'est toi qui vas mener l'émission parce que t'as l'air d'être chaud. Donc en fait moi je vais être là, je vais t'écouter ma poule. On va faire ça comme ça, moi ça me dérange pas du tout. Pour moi mais celui qui est ressorti un parisien. Verratti je l'ai trouvé à côté de ses pompes. Marquinhos on n'en parle pas, le pauvre hein, Marquinhos il fait 2 boulettes mais sur le reste du match il est pas dégueulasse. Ouais, il est pas dégueulasse mais tu prends 2 buts donc en l'état il est dégueulasse. Après bon je suis d'accord, pour moi Alex sur le premier but, Alex fait un plus mauvais match que Marquinhos sur l'ensemble. J'avais envie de lui cracher dans les yeux sur le premier but, bon, enfin bon bref. Mais qui je vais ressortir sur ce match Cavani. Ouais, pour moi Cavani, Cavani. Ce mec c'est un fou furieux, il court partout, il joue à droite, et t'as l'impression que tu le mets défenseur droit et il en a rien à foutre quoi. Il va Matuidi fait toujours le taf aussi. Matuidi qui fait le taf, mais bon après c'était de façon générale on a eu un gros coup de moins bien. Parce que nous on était moins bons, déjà pour commencer, et que Saint-Etienne s'est sorti un peu les doigts. Donc forcément. En même temps, voilà. c'est pas une surprise non plus. On sortait d'un gros match à Anderlecht, on avait fait un gros match quand même contre Bastia. On a déjà eu un coup de mou contre Valenciennes, on gagnait 1-0 à Valenciennes alors qu'on doit jamais gagner. C'est pas non plus. Moi, je suis pas surpris du match qu'on a fait à Saint-Etienne. Puis il fallait attendre Saint-Etienne à ce niveau-là de toute façon contre nous. Hein. Après, la chose positive qu'on peut en tirer, c'est qu'on a été dégueulasse. On peut dire ça comme ça par rapport à ce qu'on a montré. Que eux ils ont été à fond les ballons et qu'on s'en sort avec 2-2. Ouais. On perd pas. Le principal c'est de pas perdre ce match-là. Donc, il y aura des matchs comme ça, je pense. Des matchs à Nice. Reims, tu verras Reims. À Reims aussi, ça risque de jouer, mais c'est à nous de jouer parce qu'effectivement, ce qui va être intéressant de voir, c'est que l'année dernière, on a connu non pas 1 ou 2 matchs comme ça, mais on a connu des périodes où on jouait vraiment pas bien, où l'équipe arrivait pas à avoir du lien, à avoir du jeu. Là, avec Laurent Blanc, j'ai l'impression qu'il peut nous arriver d'avoir un match comme ça, mais ça va vraiment être ponctuel, pour l'instant. Je pense que j'espère qu'on va montrer un autre visage vendredi et qu'on va faire le taf ensuite après contre Anderlecht. Ouais, ça, Anderlecht, je me fais un petit peu moins de soucis. D'ailleurs, Neuf, tu peux nous répéter ce que tu m'as dit juste avant par rapport à la qualification et les résultats? Il faudrait que je regarde En fait, je crois savoir que si on gagne, je vais regarder en même temps sur un site, dont je tairai le nom. Si on gagne et que dans le même temps, Benfica et le comment ça s'appelle, et l'Olympiakos, le Pirée font match nul, je crois déjà on sera qualifié, ça c'est sûr et certain. Mais je vais juste regarder si on est sûr de terminer premier. Alors attendez, je vais vous dire ça. On a 9 points, on a 5 points d'avance. Si on gagne et que derrière l'Olympiakos et Benfica font match nul, les 2 derniers matchs, ça comptera presque pour du beurre. On peut les perdre 10-0 chacun, on sera premier. Oui, parce que c'est le goal average, pas c'est goal average. Non, même pas. On imagine que nous on a 5 points d'avance actuellement. Olympiakos et Benfica font match nul. Ça leur fait 4 points de retard sur nous. Nous on gagne dans le même temps, ça nous fait 7 points. Il reste 2 matchs à disputer, on sera jamais rejoint. On aura 7 points, il restera 6 points à prendre. Oui, d'accord. Donc voilà. Après c'est toujours bon de gagner pour l'indice, etc. Mais voilà, après le PSG Olympiakos, on peut le faire tourner, on peut Benfica Paris, on peut tourner, on peut jouer sur une jambe, voilà, mais ouais, parce que comme je te disais, c'est du goal average particulier, je crois, en LDC si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc du coup, qu'on perde 1-0, 15-0, 20-0, on s'en fout. On s'en fout, on aura toujours un point d'avance. Voilà. Donc ok, pas de souci là-dessus. Et toi, du coup, Titou, oui, donc toi t'as vu la fin du match Saint-Etienne. J'ai vu la fin, comme Busca, j'ai vu les 20 dernières minutes, mais j'ai revisionné la première mi-temps après. Je pense que Saint-Etienne, ils nous ont rentré dedans, on n'a pas répondu physiquement en première mi-temps, je pense qu'on s'est fait bousculer physiquement. Ils l'ont joué un peu bouché, et puis on n'a pas réussi à développer le jeu qu'on fait habituellement, on n'avait pas la maîtrise du match. Clairement.
Mais la deuxième mi-temps, franchement, je pensais pas qu'on allait revenir. Je ne voyais pas revenir. Pour moi, c'est comme une victoire, ce match nul. Est-ce que justement c'est pas un problème de système de jeu où là justement contre des équipes qui nous rentrent dedans, est-ce que le 4-3-3 est peut-être pas adapté puisque quand on est passé à 4-3-4, non 3, enfin je sais plus. Ouais, il sait plus compter le gars. On a terminé avec toute l'équipe qui attaquait et puis là ça a déstabilisé l'adversaire. Alors en fait, je sais pas si c'est un problème de schéma tactique quand tu vois la première mi-temps, tu vois la première erreur de Marquinhos. Un ballon comme ça, tu le dégages loin, mais c'est sûr que s'amuser à vouloir reconstruire de derrière quand tu es pressé aussi haut, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Parce que contre l'Olympiakos, on s'était bien fait bouger au début aussi. Alors, moi c'est un petit peu ce que j'avais fait. Alors je sais pas si on vous en souvenez, mais j'avais fait une petite analyse justement ça de 4-4-2, 4-4-3, 4-3-3, 4-4-3, ça fait beaucoup. Ça c'est quand tu as l'arbitre avec toi. Mais j'avais fait un petit peu l'opposition. On va partir du principe qu'on a deux équipes qui ont le même niveau, qui jouent à peu près à jeu égal. Il y a une équipe qui est en 4-3-3, l'autre qui est en 4-4-2. Celle qui est en 4-3-3 fera la misère à celle qui est en 4-4-2. Dans point de vue de possession de ballon, etc. en phase offensive. Par contre, en contre-attaque, celle qui est en 4-4-2 va faire très 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 mal par rapport aux positions des différents latéraux qui sont obligés de participer plus dans un 4-3-3 que dans un 4-4-2. Tu prendras, si tu veux, comme tu aspires des joueurs quand tu es en 4-4-2, quand tu es en contre. Tu peux faire du 1 contre 1 qui est assez violent. C'est un petit peu ce qui s'est passé puisque Saint-Etienne a joué en 4-4-2 et comme on était un peu moins bien, ça nous a fait du mal. Clairement, ça nous a fait mal. Surtout que c'est un 4-4-2, un faux 4-4-2 puisqu'il y a Brandao qui décroche ou alors il y a Cornier qui décroche puisqu'il joue plus en 10. Donc c'est pour ça, moi je pense aussi qu'ils nous ont fait mal. C'est-à-dire que si nous on n'est pas au-dessus, comme le Barça, hein, c'est exactement la même chose hein, quand ils perdent contre les Retafe ou les clubs comme ça, c'est parce que eux ils sont un coup de moins bien et que l'équipe en face qui joue peut-être en 4-4-2, assez souvent en 4-4-2, va faire mal, fera forcément mal parce que si eux ils sont chauds et que l'équipe qui joue en 4-3-3 est un peu moins bien, tu as des risques de prendre l'eau, notamment en contre. Et c'est ce qui s'est passé, puisque on regarde la possession de balle, on a clairement eu la possession de balle, mais on n'a pas été très habile dans l'utilisation du ballon. Donc voilà, pour faire rapide, c'est un petit peu ça. Alors, moi je pense que c'est un petit peu ce qu'a joué, mais en termes tactiques, c'est un peu ça, même si on n'a pas un 4-3-3 figé, ça c'est clair et net, mais comme on était un petit peu moins bien, on coulissait un petit peu moins bien aussi, donc voilà, c'était moins top. Qu'est-ce que on pourrait dire juste sur le 4-3-3, c'est à peu près tout. Moi Bousca, j'ai une question à te poser puisque on va faire la transition maintenant, on va aller sur la petite donc on a la taxe, mais ça on va revenir. On a signé un partenariat avec QTA, donc c'est toi qui as fait le dossier, donc je vais te laisser en parler un petit peu rapidement. Donc tu nous as fait ça je crois aujourd'hui ou hier. C'était avant-hier même. Avant-hier, le temps passe vite. Donc on a signé un gros contrat avec le QTA qui nous assure entre 150 et 200 millions. Finalement, c'est même plus que ce qu'on on avait trouvé de notre côté. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de 100 millions. Bon, évidemment, c'est le chiffre nous qui nous intéresse, supporters. Parce que derrière il y a toute une on est d'abord intéressé par ce chiffre. Sur l'article j'avais avancé 100 millions, effectivement on parle de 150 à 200 millions, rien d'officiel encore, donc on va se garder évidemment de l'officialiser, mais alors c'est en fait donc Qatar Tourism Authority hein, qui va faire un partenariat avec le PSG, qui s'associe avec un club. Les Qataris en fait donc veulent promouvoir leur pays au travers du tourisme et par le prisme des événements sportifs. Et donc ils utilisent la ville de Paris qui pour eux représente la ville qui culturellement et au niveau du tourisme a un rayonnement international, hein, la ville qui est sur la plus haute marche. Et donc ils ont voulu associer Paris, hein, destination touristique par excellence, pour promouvoir le Qatar.
Mais je pense qu'il peut faire un truc. Je pense que il peut faire un truc vraiment bien ficelé quand on voit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez jeter un petit coup d'œil sur YouTube et vous regarderez la vidéo qu'a sorti Barcelone. Qatar, oui, Barcelone avec Qatar Airwaves, c'est ça, hein, Qatar Airwaves, Airline ou Airwaves, non, Airways. Airways, ouais, exactement. C'est assez bien ce qu'ils ont fait, assez beau et assez bien ficelé et ça, du coup, il y a un côté légitime dans leur partenariat à eux. Je pense que ça va du coup être possible aussi avec le PSG. Donc je vous inviterai à regarder la vidéo du Barcelone et c'est vrai que s'ils nous font un truc similaire, ça peut vraiment envoyer du fat. Alors pour ce partenariat, évidemment, en toile de fond, il y a le fameux fair play financier euh, qui plaît tant à ce cher Michel Platini. Est-ce qu'il s'agit là justement d'une parade au fair play financier? Pour l'instant, sûrement. Après, au niveau de l'UEFA, c'est pas encore, ça, on ne sait pas encore si ça va avoir une légitimité au niveau de l'UEFA. Mm. Pourquoi pas? Mais Platini lui avait demandé à ce que les clubs aient de bonnes idées, des idées originales. Ben, en voici une, hein, puisque là, en fait, il s'agit d'un partenariat qui a aucun équivalent, en fait, hein, dans le monde du sport, puisque là, on promeut en fait un pays et non pas une marque, hein, comme on le fait partout ailleurs. Et là-dessus, donc, ça va être un cas unique dans les annales. Les chiffres sont déjà plus raisonnables que ce qui était annoncé. On parlait, je crois, si je dis pas de bêtises, ça tournait autour de 150, 170 millions au départ. Les chiffres qui étaient annoncés avec ce partenariat. Ben, on ne sait pas, moi dans mon article, hein, j'avais parlé effectivement d'une offre de 100 millions d'euros par an. Bon, après, je sais. On Euh, excusera tous Bousca si jamais c'est trompé. C'est un peu moi qui ai sorti le 100 millions qui est de mémoire, c'est ce que Non, j'avais. mais Donc, je pense que c'est moi ça. j'ai Je dit que crois que ça c'est 100 millions qui est annoncé, hein, effectivement, officiellement, après Ouais. officieusement, bon, voilà, on est à 400 millions. on a des voilà on a des chiffres qui nous sont un peu lancés à la tête. Dans l'article, je suis parti sur le plus bas, je dis que ça allait avoisiner autour de 100 millions. C'est vrai que des fois on entend que ça monte jusqu'à 150, 170, voire 200 millions. Ça là-dessus, moi ce que j'ai lu quand j'ai fait l'article, il y a eu comment ça s'appelle? Il y a eu tout un truc qui était fait par QTA pour promouvoir un peu leur propre business. Et évidemment, ils se sont bien gardés de parler de chiffres, hein. Ils parlaient avant tout de l'image de marque, de ce que ça représentait pour eux, et du fait qu'ils voulaient aussi associer évidemment le PSG, puisque la première retombée, hein, ça va être en même temps aussi pour le PSG. Ils voulaient associer leur image et faire du PSG le club européen par excellence. Et à côté de ça, donc effectivement, euh, pour la troisième année consécutive, on va rejoindre le Qatar à la en décembre 2013, hein, pour rejoindre donc un camp d'entraînement ultra moderne Spire au Zone. Ghana. Exactement. Et à côté de ça, donc on va faire un match amical le 2 janvier 2014 contre le Real. Real Madrid de Carlo Ancelotti. Carl, je connais pas. Car alors j'ai lu, je sais plus dans quel article, que ouais, du côté espagnol, on considérait voilà le Real un peu On ami était des amis, ouais, c'est ça. avec le PSG, ça m'a un peu fait rire. On est des amis. Non, non. Bon, en fait, en plus, il l'a clairement dit, Nasser. On leur a mis une douille. Non, non, on a très bien négocié parce qu'ils nous ont payé Ouais, 7 millions et en plus, on a négocié, il l'a dit, hein, on a négocié 2 matchs amicaux et l'intégralité des recettes seront versées au PSG. Et ça, il l'a dit. Il a fait, non, non, mais en fait, on est potes. Ouais, dégage. on est moins ennemis qu'avec Barcelone, peut-être. Fous-moi le con. Bah, disons que nous, les Barcelonais, nous, on n'a rien contre eux. Enfin, c'est eux qui nous aiment pas, du coup, parce qu'on leur a dit non, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il nous. Alors, je sais pas. Pour Barcelone, quand on a pris Maxwell, bon, c'est vrai que Maxwell, on n'a pas payé bien cher, mais c'est vrai que ça s'est passé vraiment d'une manière remarquable. On était sorti des espèces d'épisodes traumatisants avec le Milan AC, avec avec les joueurs du Milan AC où Berlusconi avait fait tout un sketch. Et au moment où on a, qu'est-ce qui se passe là? Au moment où on a, il y a
quelqu'un qui parle là, non. Bah, surtout, ne vous inquiétez pas, il voit des lamas et des poneys passer. Hein. D'ailleurs, si tu veux faire un petit coucou à Bikou en passant. Donc c'est normal, vous inquiétez pas, il est un peu perturbé. Il perd ses poils, par contre, le lama. Et c'est vrai que le transfert de Maxwell s'était bien passé. Mais c'est vrai que l'année dernière, ça surtout, le truc de Thiago Silva, je pense que ça a été quand même monté par des journalistes qui voulaient Et faire... t'as Marquinhos aussi. Oui, aussi. Parce que là, au final, ils ont une quenelle. Hein. Ils ont personne derrière. Ouais, Thiago Silva a quand même été franc et a avoué que le Barça il l'avait approché cet été quand même. Je pense pas que ce soit que les journalistes. Hein, C'est vrai aussi, mais après... Ouais, mais... Après, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que les journalistes espagnols ont un truc que nous, on n'a pas, c'est-à-dire que ils vont défendre leur club. C'est vrai aussi. Ouais, Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour monter les trucs contre Paris, et c'est des méchants, c'est des salauds, c'est des machins. Je suis parti en vacances en Espagne cette année. Bon, je sais que ça intéresse tout le monde, que tout le monde s'en branle. Mais du coup, bah, j'ai un petit peu suivi les actus là-bas et eux, ils défendent leur club. C'est un truc de fou. Nous, tout le monde chie sur Paris, tout le monde machin et tout. Alors que eux, clairement, ils défendent leur club. Les journalistes, que ce soit les presses écrites ou la presse orale. Je sais que Tito adore quand on parle de tout ce qui est oral, anal, etc. Donc, voilà, c'est la différence qu'on a. Donc c'est vrai, moi je suis un peu d'accord avec Bousca, c'est vrai que ça monte vite en épingle. Les médias adorent faire ça, surtout côté espagnol. Maintenant qu'ils ont gagné une Coupe du Monde, qu'ils gagnent avec Nadal et tout, sans ne plus pisser, ces salauds. Voilà, donc pour retomber sur QTA, oui, c'est vrai qu'on a un partenariat encore en or massif. Alors effectivement, du côté français, DNCG, là on est blindé à vie. De ce côté-là. Au niveau européen, je ne sais pas si ça va passer. C'est assez, on entend un peu tout et son contraire par rapport au fair play financier. Des fois, il y a des spécialistes qui disent que des clubs comme Paris, comme Manchester City vont avoir des problèmes, et d'autres qui vont dire de toute façon si. C'est qui les spécialistes, le Bayern de Munich, non? Non, parce que le club le plus endetté du monde, c'est quand même United. Hein. Oui, par exemple, j'ai lu donc sur la Gazzetta dello Sport l'avis donc d'un spécialiste juridique qui disait que Paris risque par exemple d'avoir des problèmes. Mais maintenant à voir si ça peut passer. Et à mon avis, si les Qataris l'ont fait, eux aussi doivent avoir une armée d'avocats qui doivent les conseiller. Je pense qu'au niveau du droit européen, ça doit être viable. Après, ça n'engage que moi. Effectivement, on n'a pas de spécialiste sur All Panam de droit international et économique. Mais s'il y en a un qui se manifeste d'ailleurs. Voilà. On lui créera un topic exprès. On prend qui dit l'autre. On prend. Moi, je prends rien du tout. Hein. Alors faites gaffe parce qu'il y a des chances que Titou vous prenne les fesses. Hein. Je préfère vous. Hein. Bah, je devais m'occuper de Licha 69, mais malheureusement il n'a pas été fichu de gagner à Monaco, donc. Avec côté 69, il attend que ça. Alors je vais rebondir sur Licha 69 parce que moi je me mets souvent la tête avec des supporters adverses. On prend. Putain les mecs, vous êtes chauds ça. Que ce soit vraiment sur Licha, on te kiffe Licha 69. Voilà, c'est un gars qui est bien sympa, qui est pas chauvin, qui sait rire de son club, qui le défend quand pour lui hein. Ah oui, mais nous on a connu ça, mais c'est vrai qu'on a on en a qui sont impinables. Hein. Je me rappelle le Lillois qui venait que quand ça l'arrangeait. Enfin bon, on a eu le Stéphanois qui a poussé, qui a une poussée d'urticaire à la fin du match. Et puis alors bon, je vous parle pas des autres tarés qui pullulent sur le topic rivalité quoi. Moi, puis là je me marre parce qu'en même temps je suis sur le site de Canal+ et puis je vois l'embrouille entre Ayou et Valbuena, j'ai envie de me pisser dessus tellement c'est drôle. Les Jordan Ayou qui fait sa grosse Kaira. Hein. Donc c'est vraiment c'est vraiment des fifous à Marseille. Hein. En tout cas je suis content parce qu'Anigo elle avait dit oh moi je veux plus de crête à l'OM et l'autre il fanfaronne avec sa crête, salut c'est moi, en plus blonde, hein. C'est le mec on le voit pas quoi. Putain, en tout cas, on les a bien foutus dans la merde. Hein. Depuis la victoire de Paris au stade Vélodrome, l'année dernière, ils avaient pu rebondir rapidement parce qu'il y a eu un match de championnat un peu derrière qui les a remis en selle, etc. Là, il y a eu la trêve internationale. Ils ont mariné bien dans leur crasse.
Et puis voilà, et puis ils se sont repris le pied dans le tapis en Champions League, et badaboum contre Nice, on se reprend encore un match de Champions League où on perd contre Naples. Mm. Et puis ça va pas s'arrêter, je pense. Ils sont sur une belle lancée là. Ils se sont repris une petite mine hier soir avec la suspension de Laurent Spinozzi. Je ne sais pas qui c'est, si elle est l'entraîneur des gardiens, qui a pris 5 matchs fermes de bande touche, de vestiaire et de fonction officielle. T'as fait un article dessus, ouais. Pour son attitude envers l'arbitre et le banc parisien. Ouais. Comme quoi, les leçons de morale, de valeur et de cœur, on repassera l'année prochaine. Ouais, bah tu vois, à mon avis, tu peux repasser d'ici 3, 4, 5 ans, ça sera pareil. Hein. Tu sais, les donneurs de leçons, en général, voilà quoi. Je savais pas quoi dire, donc j'ai dit voilà. On va pouvoir aussi revenir, faut que j'enchaîne vite parce que j'ai fait un bide. On va parler donc de la taxe aussi à 75%, puisque c'était... Voilà, c'est assez lourd, donc on va essayer d'être assez rapide, mais ça nous touche... Alors nous, ça nous touche pas beaucoup. Ça nous touche à hauteur de 20 millions. Ouais, ça nous touche à hauteur de 20 millions, donc autant te dire que... C'est paradoxal, c'est nous qui allons payer le plus, mais c'est vrai que bon, là-dessus, je pense que ça va pas déranger le PSG de payer cette taxe. Est-ce que ça va déranger Monaco? Bah eux, ils sont pas du tout dessus, tout ce qui est taxe, tu laisses tomber. C'est-à-dire que Marseille, Monaco, ne paye rien. C'est bien pour ça que je dis ça. Par contre, les cahiers du foot ont fait un article, je sais plus si c'était les cahiers ou une balle dans le pied, c'est un blog qu'on retrouve sur le journal Le Monde, alors je sais plus lequel a fait ça, où l'article parlait de l'hypocrisie des clubs français qui pleurnichaient à propos de ces taxes, et ils ont fait un tableau montrant qui allait payer la taxe, et les 3/4 des clubs ne vont strictement rien payer, quoi. Ça s'est élevé au maximum à 500 000 euros pour certains. Paris va avoir 20 millions, Marseille et Lyon vont en avoir 5, et je crois que Lille en a 4, Montpellier 3, et puis après c'est le Bordeaux peut-être 2 ou 1, et après c'est Terminares, quoi. Ça va être 500 000 pour l'un ou l'autre, et puis sinon il y en a même qui ont gueulé, qui ne payeront rien du tout. Bon, après tu peux gueuler, même si ça te touche pas énormément sur le fond de la loi qui est totalement stupide. Hein. T'as une loi qui a été interdite car jugée anticonstitutionnelle au niveau individuel. Donc dans les médias on essaye de nous faire passer les joueurs comme des millionnaires qui vont payer, mais bon c'est quand même pas les joueurs qui vont payer, c'est les clubs qui vont payer. C'est-à-dire qu'un club qui va être déficitaire comme Lyon risque de l'être en fin d'année, à hauteur, je crois, s'ils se qualifient pas en Ligue en Ligue des Champions, comme c'est bien parti, ils vont finir encore avec un déficit, il me semble, entre 10 et 15 millions d'euros. Ils vont quand même payer cette taxe. C'est là où c'est totalement ridicule. Donc forcément, ce que tu dis. Forcément, les clubs vont se séparer des salaires au-delà de 1 million. Dans ces cas-là, on va affaiblir le championnat encore une fois. C'est vrai, tout à fait. Comme dit Laurent Blanc, on va se retrouver avec un championnat Monaco-Paris. Donc on peut tout de suite faire un championnat à 2, puis faire 38 journées où on se bataille. Ça sera plus... Au-delà du foot, c'est pareil d'ailleurs pour l'ensemble des entreprises. C'est ça qui est totalement hallucinant dans cette loi, c'est qu'une entreprise qui est déficitaire va quand même payer cette taxe. Ouais. Et oui, mais bon. Après, bon, on va voir ce qu'il en découvre tout ça, mais... Ça a l'air assez populaire. Ouais, c'est assez populaire, tu sais, c'est comme ça, hein, tu sais, si tu gueules parce que Depardieu est en Belgique, mais par contre, tout le monde kiffe au merci, donc ça fait chier personne que lui, il a vie aux États-Unis. Mais enfin, c'est comme ça, c'est la France, hein, on changera pas une équipe qui gagne ou qui perd très souvent, malheureusement. Mais je sais plus sur quelle émission j'ai entendu ça, mais il y a quand même quelqu'un qui avait pointé du doigt quand même que ça pourrait quand même à terme déranger même les Qataris de payer autant de charges en France, hein, et qui pourraient très bien un jour décider de racheter un club espagnol ou italien ou... Ça, je sais pas parce qu'il y a... J'y crois moyen. Moi aussi j'y crois moyen. Là on va toucher à un domaine beaucoup plus politique. Je pense que le Qatar est un pays ami de la France.
Ils investissent beaucoup chez nous. Ils ont racheté pas mal de trucs. Je crois que c'est donnant. Ils savent que s'ils veulent faire leur tambouille en France, il y a forcément un prix à payer quelque part. Bon, pas non plus. Je pense pas justement que ça les effraie là-dessus, quoi. Après, t'as quand même un pays qui génère plus de 70 milliards d'euros par an, quoi. Donc... C'est actuellement le pays le plus économiquement le plus dynamique et le plus riche. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un économiste effectivement sur le site et qui nous fasse le calcul de ce que donnent des clubs comme, pour l'instant, Paris, Monaco, on n'en parle pas, ils payent pas, mais ce que donne déjà en termes de charges sociales, etc., à l'État, sans cette taxe à 75%. Combien un club donne déjà à l'État? Je ferai pas ce podcast, moi je vais me faire chier. Je vais me faire chier comme un mort. Oui, on va migrer sur la chaîne parlementaire. Ouais. Donc cette taxe c'est de la merde, voilà. Façon autre chose. Ce que tu penses de ça? Oui, alors je pense que nonobstant le fait que... on va se faire chier parce que l'usus fructus, ouais, ferme ta gueule. Non mais par contre, blague à part, c'est vrai que s'il y en a un qui s'y connaît, s'il peut nous faire un petit truc dessus, ça serait quand même sympa. On va retourner. C'était intéressant d'en parler parce que tu as beaucoup de gens sur le forum qui pensaient que c'était les joueurs qui payaient cette taxe. Oui, et non, c'est bel et bien les clubs. C'est les clubs qui vont payer. D'où les réflexions d'ailleurs de Laurent Blanc qui disait que ce n'était pas les joueurs qui faisaient les rêves, mais bel et bien les clubs. On va reparler un petit peu de foot, parce que ça peut être pas mal. On va parler donc du match de Lorient, puisque nous avons notre ami Ibrahimovic qui est donc forfait pour ce match, donc apparemment petite gêne encore à son genou, bon, autant qu'il se repose. On va inviter de 3-4 thaïlandaises et puis ça ira mieux. Donc on va certainement, même très sûrement, avoir Cavani dans l'axe. Sur les côtés, nous voyez qui les gars? Et est-ce que ça va changer quelque chose dans notre façon de jouer? Non pas dans le schéma tactique, puisqu'on en a plusieurs, on n'a pas de prédéfini, mais dans la façon de jouer, dans la fluidité, dans toutes ces choses-là, Bousca. Alors ce qui risque de changer, alors sur les ailes, il y a 2 points d'interrogation. Est-ce que Lavezzi va retrouver un petit peu Il a de l'allant, hein, évidemment. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais c'est vrai qu'actuellement, il a beaucoup de déchets techniques. Est-ce qu'il va retrouver un peu cette percussion qui, des fois, fait des ravages? Et de l'autre côté, pour Lucas, qui lui a été éjecté de la Seleção, est-ce qu'il va y avoir un déclic? Et est-ce qu'il va mettre le bleu de chauffe pour enclencher véritablement la deuxième, voire plus? À ce niveau-là, au niveau des 2 ailiers, hein, si on peut appeler ça encore comme ça, parce que je suis en train de parler un peu comme Giroud. Est-ce qu'il va, oui, parce que moi, à l'époque où je jouais au foot, hein, il y avait des ailiers. Ouais, et puis on n'appelait pas ça Paris, on appelait ça Lutèce. Et ce qui risque de changer, c'est qu'effectivement, on va pas avoir un point d'ancrage comme Ibrahimovic. Là, on va avoir un gars qui va bouger, qui va faire des appels et qui va être un véritable feu follet dans la surface de réparation. Et si on arrive donc en fait à mettre la pression et à bien lancer nos attaques, on risque de faire très mal avec Cavani en pointe. Parce que moi je reste persuadé qu'un type comme ça, on le voit très bien. C'est pas Gamero, c'est pas Waro. Il lui faut pas 10 occasions pour éventuellement cadrer. Non, il lui suffit d'une occasion pour trouver la lucarne opposée et scorer, quoi, ce gars-là. Ouais. Donc moi là-dessus, je pense que Cavani risque de faire mal. Et tu vois qui sur les côtés pour l'accompagner? Oui, Lucas et Lavezzi, je pense pas que si on joue en 4-3-3, après est-ce qu'il va décider de mettre Pastore derrière, j'en sais rien en fait, mais je pense pas que Menez débute le match. Bon, après je suis pas dans les papiers de Laurent Blanc, mais moi Menez, je pense qu'il est on en parlait tout à l'heure hors antenne. Menez, c'est vrai que lui, il est déjà parti, il est déjà complètement ailleurs. Je pense que c'est clair dans sa tête à lui, c'est clair aussi dans la tête de nos dirigeants. Donc à mon avis, il va jouer des bouts de match. Je me trompe peut-être, hein, mais je vois Lavezzi et Lucas est démarré. Alors Lucas, moi je le vois démarrer. Pourquoi? Parce que il en a besoin pour la Seleção. Lavezzi n'est pas génial, mais bon, il connaît très bien Cavani dans ce système-là. Donc à la logiquement, si on voudrait récupérer un peu ce qui existait à Naples, on serait plus tenté de voir Pastore, Lavezzi et Cavani.
Si on veut retrouver un peu ce qu'il y avait à Naples. Si on veut relancer Lucas, ce sera Lucas. Mais après, sportivement parlant, pour moi, celui qui doit être titulaire, c'est Uganda. Après, bon, ça reste mon avis personnel, mais je trouve que sportivement parlant, c'est celui qui apporte le plus. Après, c'est vrai que Lucas, je pense qu'il a besoin, puis on a tellement un effectif riche cette année que voilà, si c'est ça notre problème, savoir si tu fais jouer Lucas, Uganda ou Pastore, bon ça va quoi, c'est pas comme si tu essayais de savoir si tu faisais jouer Jordan Ayou, Ardan Ayou, André Ayou ou Thauvin, enfin tu vois, c'est chacun ou Mario Lemina, enfin tu vois, chacun sa merde. Donc voilà, je sais pas après mon niveau de l'équipe, après ça sera du grand classique, vivement que Thiago Silva revienne parce que Alex là il commence à attaquer sa peau et finir sur les rotules. Donc j'espère que on va avoir le retour de Monstro assez rapidement. Après, bon, voilà, je pense qu'ils vont vouloir se racheter par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Etienne. Ils vont vouloir montrer du jeu. On est à la maison, ça va être plein, ça va être beau, ça va être boche, ça va être génial. Et il s'agit surtout de vaincre une véritable bête noire. Hein. Sur les 7 derniers matchs, on compte qu'une victoire au parc face à Lorient. Avec que des matchs nuls, ouais. Pour 3 nuls et 4 défaites. Hein. On parle la dernière victoire. Voilà, on parle souvent de bête noire, c'est récompensé il y a quelque temps, c'est plus le cas maintenant, à Bordeaux, à l'Escure. On pensait à Monaco, à Louis II, où on les bat pas souvent. Par contre, au Parc des Princes, on a eu Nancy pendant un moment qui nous faisait chier tout le temps. Mais waouh, les gars, Lorient, j'étais pas au courant en fait. Hein, quand j'ai fait un petit article sur Lorient, je suis allé voir un peu les stats. Et what the fuck quoi. Donc ça a été quelque chose d'assez. Les 2 dernières saisons, on les a joués à la première journée aussi. Hein. Ah oui, ça aussi ça joue parce que généralement après quand à la dernière journée on les étriait littéralement chez eux. Bon après bon, en restant un petit peu humble et c'est vrai que c'est compliqué maintenant avec ce club. On n'a qu'une seule bête noire, c'est nous-mêmes quoi. Donc on verra. On va voir ce qui va se passer parce que Lorient, je crois qu'ils ont perdu tous leurs matchs à l'extérieur. Donc je crois qu'ils ont pris 12 buts déjà. Voilà, notre bête noire et bon après il disait plus que c'était de la suffisance, il avait pas tort le Low White, Laurent Blanc pour ceux qui ne sont pas bilingues en anglais. Mais voilà, notre bête noire c'est nous-mêmes quoi. C'est nous-mêmes, c'est-à-dire que si on se sort les doigts et qu'on joue notre football, même Monaco on les plie quoi. Marquer très vite, surtout comme contre Bastia, ne pas laisser l'adversaire prendre confiance, parce que même si Lorient connaît des difficultés, ils peuvent sur un match nous poser des problèmes. Hein. Ça c'est clair net. Toutes les équipes peuvent nous poser des problèmes sur un match. Mais si on score effectivement rapidement comme on l'a fait contre psychologiquement Bastia, ils s'effondrent. Le malheur pour Lorient, c'est qu'on ait fait ce match à Saint-Etienne, parce que je pense pas qu'on refera 2 fois la même prestation de suite. Donc, ouais. Je suis entièrement d'accord. Alors un petit prono les gars, je sais que Bousquet n'est pas forcément chaud pour les pronos, ou je sais plus si c'est Titou, en tout cas vous avez pas le choix. C'est moi qui suis pas chaud pour les pronos, mais la dernière fois j'avais bien pronostiqué contre les Sardines. Ouais, et bah vas-y, refais ta chaudasse et puis dis-nous ce que tu en penses. Allez, je veux dire 3 buts pour Paris. 3 buts pour Paris, ok. Titou 3-1. Alors moi je veux dire donc 4-0 comme d'habitude. Et pas oublier qu'il y a Lille-Monaco ce week-end, donc c'est important Lorient. Très important, Lille-Monaco. Alors je peux vous dire rapidement la prochaine journée. Juste pour finir au niveau des stats, des pronostics, alors le seul truc moi que j'ai maintenant avec ça, c'est que je dis tout le temps 4-0 pour reprendre. D'ailleurs c'est Julie 7 qui est le premier à avoir dit ça, qui m'a fait beaucoup rire, donc depuis je reprends ces trucs, donc je lui fais une dédicace pour pas qu'il pense que je lui vole tout. La seule fois où on n'a pas fait de podcast, c'était avant Bastia et on a gagné 4-0. C'est-à-dire que je fais le cake en disant 4-0 et puis la seule fois où on fait pas de podcast. Donc tout va bien, ça va aller, ça va le faire. Alors donc pour en revenir donc à ce que je vous disais, la prochaine journée donc qui sera la 12e journée. On retrouve donc Paris-Lorient, Rennes qui reçoit les Sardines, Sochaux qui reçoit Saint-Etienne, Ajaccio qui reçoit Valenciennes, Toulouse qui se rend à Évian-Tonon-Gaillard, Évian ta gueule pour ceux qui vont rire avec ça, Guingamp qui se déplace chez les Quenelles, Reims qui reçoit les Corses, Nice qui reçoit Bordal, Nantes qui va à Montpellier et enfin donc Lille qui reçoit Monaco.
Donc il y a des choses à faire étant donné que bon Marseille on s'en fout. Ils sont en dehors. Bah, Lyon finalement ils sont aussi proches d'être de la 5e place que d'être relégables. Donc là bah, c'est Lille et Monaco qui sont le plus intéressants pour nous qui se rencontrent. Donc ça pourrait être pas mal que Lille gagne éventuellement comme tu disais Bousca tout à l'heure quand on n'était pas encore en podcast. On les a pas encore rencontrés donc si techniquement si eux battent Monaco et que nous on bat Lille, ça peut être une bonne chose. Voilà, Lille, on va les rencontrer normalement à la dernière journée des matchs allés au Parc des Princes. Et on les rencontrera chez eux à l'avant-dernière journée des matchs retour. Donc en espérant que d'ici là le championnat soit plié. Mais c'est vrai que voilà, il faudrait éviter une victoire de Monaco quand même. Je préférerais que Lille gagne ou même un match nul, mais Monaco comme ça Mm. Tout en on les mettrait à 3 sachant points. que Monaco et Lille donc, sont éliminés de la Coupe de la Ligue, que Lille, je sais plus qui en avait parlé sur le forum, on se déplace à Lille juste après avoir joué la Coupe de la Ligue. Donc ils auront un petit peu plus de fraîcheur. Bon, nous on a un petit peu plus de banc. Bon, on verra si ça joue, mais c'est vrai que si on pouvait gagner contre Lille, qui est aussi l'une de nos bêtes noires, ça pourrait être pas mal du tout. Voilà messieurs, merci à vous deux. Une petite dédicace quand même avant de finir à BSF, le modérateur, Exact. qui est devenu BSF. qui est devenu papa cette nuit d'un petit Noah. Donc félicitations à toi, à ta Félicitations. petite femme et au petit Noah. Voilà. Voilà, Titou t'envoie Fini plein les d'argent. grâces. Voilà, il m'a dit il t'envoie 300 € chaque mois, il lui fait la pension du gosse. Donc voilà, on est très content pour toi, on te souhaite bon courage parce qu'au début c'est très cool, on parle de son gosse et tout, regarde, il a fait pipi, il a fait caca, c'est génial. Mais au début c'est un petit peu chiant, mais en tout cas plein de bonheur pour toi. Pour tout le Même monde. après, c'est chiant. Ouais, mais après, bon, après ça va, c'est un mec, il n'y a pas une fille, tu vois, c'est pas côté coucou papa, coucou maman, je vous présente mon mec, et sinon, voilà, on adore faire de la fellation, c'est notre truc à nous. Donc voilà, déjà il aura pas ça, c'est déjà pas trop mal, mais en tout cas, plein de bonheur à toi, à Noah, et donc à ta femme. Merci à vous deux, on Ouais, se merci à retrouve vous. nous la semaine prochaine, on certainement après Anderlecht pour débriefer du match. Parce que là, ça va faire au niveau du timing, ça fera peut-être un peu court pour certains. Donc on se revoit donc la semaine prochaine. Merci à vous deux. Ciao. Salut à Ciao, tous. salut. Bye bye. C'est quoi ce bye bye là? C'est bye bye. Bye bye, motherfucker. Hasta la